bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans tout ce qu'on a pu réunir sur Nuno Mendes. Ce nom, il revient tout le temps quand on parle du Paris Saint-Germain, du côté gauche, et de la sélection portugaise. On a vraiment épluché pas mal de choses. Des articles, des stats, des analyses, des interviews. Oui, une vraie mine d'informations. Exactement. Le but, c'est quoi ? C'est de comprendre un peu son parcours, son impact réel sur le jeu, mais sans cacher les difficultés, notamment les blessures. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour lancer la discussion, un truc assez marquant, là récemment, son premier but pour le Portugal. Enfin, c'était en juin 2025. Ah oui, après 37 sélections quand même. Voilà, 37 sélections et pas n'importe où, en finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. C'est énorme. Ça pose un peu le personnage, non ? Et l'attente qu'il y a autour de lui. Absolument. C'est un symbole fort, ce but. Tardif, oui, mais Tellement crucial. ça résume bien son parcours, en fait. Une éclosion très rapide, une place de titulaire dans un top club comme le PSG, mais aussi, des paliers, des attentes parfois longues, et puis cette fragilité physique qui revient, quoi. C'est ça. On parle d'un talent immense, ça c'est clair, avec une progression tactique qu'on voit bien, mais son chemin n'est pas linéaire. Et c'est cette complexité qui est super intéressante à analyser. Alors retournons au tout début. Ses racines. Né à Sintra, c'est près de Lisbonne, parents angolais, repéré hyper tôt, dès 9 ans par son prof d'école. C'est fou. Incroyable, oui. Il passe par un petit club, Despertar, puis paf, l'académie du Sporting Club de Portugal à 10 ans. Il y a une anecdote d'ailleurs assez drôle, tirée d'une interview. Ah oui, l'histoire du couteau. C'est ça. Oui, je l'ai lu aussi. C'est assez révélateur, même si c'était un quiproquo total. Le recruteur du Sporting, Akil Momad, débarque chez lui. Nuno Mendes a 10 ans, il est seul. Il croit à un cambriolage. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape un couteau de cuisine. La trouille. Heureusement, ça s'est vite arrangé. Mais ça montre déjà un gamin avec du caractère, peut-être un peu méfiant aussi. Carrément. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, il n'était pas du tout arrière-gauche. Ah non, pas du tout. Les sources disent qu'il jouait plutôt attaquant ou milieu. C'est venu plus tard pendant sa formation, ce replacement sur le côté. Un replacement décisif pour sa carrière. Et le Sporting, là-dedans, a joué un rôle mais fondamental. Il le dit lui-même. Oui, il dit que le club lui a tout donné. Et c'est pas que le foot, c'est aussi tout le soutien autour. On lit des choses sur ce fameux Seigneur Vicente qui le ramenait tard le soir. Oui, après les entraînements. Voilà. Ce jour d'encadrement, c'est crucial pour un jeune pour qu'il puisse vraiment se développer tranquillement. Et le développement, il a été rapide. Début pro en juin 2020. Quelques mois après, départ de Marcos Acuna et il devient titulaire. À 18 ans. C'est fulgurant. Et c'est pas juste un joueur qui complète l'effectif, il devient un vrai moteur de l'équipe du Sporting, qui fait un truc énorme en 2021, gagner le championnat. Le premier depuis 19 ans. Exactement, faut imaginer l'impact là-bas. C'est un événement historique pour le club. Et Nuno Mendes, il y est pour beaucoup. Et il s'arrête pas là. La même saison, il gagne la Coupe de la Ligue, la Supercoupe du Portugal. Un beau début de palmarès. Forcément, il est dans l'équipe type du championnat, 47 matchs joués, un seul but, mais une influence énorme. Là, son nom commence à circuler sérieusement en Europe. Indéniablement. Ce qui nous amène au chapitre suivant, le grand saut vers Paris. Ah oui ? Un transfert qui s'est fait vraiment dans les dernières heures du mercato d'été 2021. Un peu un classique du PSG à cette période. Oui, le fameux Deadline Day. Pour lui, apparemment, c'était un rêve, il l'a dit. Mais pour Paris, c'était surtout un gros pari, un investissement important. Oui, et ça s'est fait en 2 temps, ce qui est assez classique pour ce type de profil jeune à fort potentiel. D'abord un prêt payant. C'est ça. Pour la saison 2021-2022, ça a coûté 7 millions d'euros au PSG. Déjà pas mal. Et ensuite, en mai 2022, le club a levé l'option d'achat. Alors les chiffres, ça varie un peu, mais le Sporting a parlé d'une option à 38 millions. Si on ajoute les commissions d'agents, environ 3,8 millions, on arrive à un coût total qui frôle les 49 millions d'euros, d'après le club vendeur. Presque 50 millions pour un latéral de 19 ans. C'est une sacrée somme. Ça montre la confiance du PSG, mais aussi la pression sur ses épaules. Exactement. Surtout que les latéraux d'avant, Florenzi, Bakker, ils n'avaient pas forcément fait l'unanimité si on se fie aux analyses de l'époque. C'est ça, il y avait une vraie attente d'amélioration à ce poste-là. Paris cherchait pas juste un talent, mais un joueur capable de faire franchir un cap à l'équipe sur ce côté gauche. Il signe alors jusqu'en 2026. Paris sécurisait le potentiel sur le long terme. Alors parlons de son impact à Paris, son adaptation. On peut dire qu'elle a été rapide et réussie, non ? En tout cas, niveau trophée.
Ah oui, le palmarès est vite rempli. Champion de France 4 fois de suite, 2022, 23, 24, 25. 2 Coupes de France, 2 trophées des champions. Et une source parle même de la Ligue des champions et de la Super Coupe d'Europe en 2025. C'est impressionnant. Un palmarès collectif qui s'est construit très vite, c'est vrai. Et individuellement, la reconnaissance est venue aussi. Meilleur jeune de Ligue 1 en 2022-23. Oui. Plusieurs fois dans l'équipe type UNFP, 21-22, 22-23 et encore 24-25. Et même dans celle de la Ligue des Champions 2024-25. Ça pose le niveau du joueur quand même. Et son style de jeu, ça a tout de suite plu. Cette vitesse, les dribbles, les centres, il amène un truc spectaculaire. Oui, et c'est là qu'on voit une évolution intéressante, bien documentée d'ailleurs. Au début, comme le notait Paris Stade Germain fin 2021, son apport offensif était crevard, flagrant, bien supérieur à ses prédécesseurs. On le comparait à Hakimi, de l'autre côté. Voilà. Et les chiffres montraient déjà qu'il participait beaucoup à l'attaque, qu'il provoquait balle au pied, il réussissait pas mal de dribbles, il provoquait beaucoup de fautes aussi. C'était lui qui éliminait le plus son adversaire direct parmi les latéraux qu'ils avaient analysés. Il tentait beaucoup, c'est sûr, même si peut-être son taux de réussite en dribble était un peu moins bon qu'au Sporting au début. Mais l'envie d'aller vers l'avant, elle était là. Exactement. Il touchait beaucoup de ballons dans la surface adverse, ce qui n'est pas commun pour un défenseur. Mais Il y avait un mais. oui, il y avait un mais. La même analyse soulignait déjà la contrepartie, une marge de progression en défense. Son placement, ses choix dans les duels, c'était perfectible. Il pressait beaucoup, récupérait des ballons hauts. Oui, mais sa défense était jugée un peu à risque. Il pouvait laisser des trous dans son dos. C'était un peu le revers de sa médaille offensive, quoi. Et c'est là que Luis Enrique arrive et que ça semble changer pas mal de choses, si on écoute Nuno Mendes lui-même. Tout à fait. J'ai lu cette interview récente à l'AFP. Il est assez clair. Il dit, en gros, au début, j'étais pas très fort en défense. Attaquer vite, ça, je savais faire. Luis Enrique a vu ça. Il m'a beaucoup aidé défensivement. Et aujourd'hui, je suis bien des deux côtés. Il raconte même qu'Enrique lui aurait dit « D'abord, tu défends mieux, et après, je te donne la liberté d'attaquer. » Intéressant comme approche. D'abord la base défensive et ensuite tu peux te lâcher devant. C'est ça. Une approche assez pédagogique, finalement. Et visiblement ça a marché. Les performances récentes le montrent, oui. On voit un joueur plus complet. Ces gros matchs en Ligue des Champions, là, contre Leverkusen, il est homme du match. But, passe D. Oui. Contre Barcelone, passe D aussi. Ça montre qu'il arrive à combiner cet impact offensif décisif avec une meilleure solidité derrière. Et les stats du début de saison 2025-2026, elles confirment ça aussi. Oui, fin octobre, les sources parlaient de 6 contributions directes à des buts, tout en ayant des stats défensives, les tacles réussis, les interceptions, qui sont en hausse. Donc il a trouvé cet équilibre. Ce qui nous amène à un point important, sa prolongation de contrat en février 2025. Oui, un moment clé, pour lui et pour le club. Et apparemment, ça n'a pas été si simple. Les négociations ont été un peu animées. Ah bon ? Il a finalement signé jusqu'en 2029, pas 2030 comme certaines rumeurs le disaient. Et surtout, il entre dans le top 10 des salaires du vestiaire. Un sacré bon. Ah oui. Quand on pense qu'à son arrivée, il avait l'un des plus petits salaires, c'est une reconnaissance énorme. Mais alors, pourquoi ces tensions dont parlent certaines sources comme Paris Fans ou Écran TV ? Son contrat allait jusqu'en 2026, le club voulait le prolonger, c'est logique vu son niveau. Plusieurs choses. D'abord, les exigences salariales apparemment. Une source vidéo parle de demandes qui auraient dépassé les 10 millions d'euros par an. Ah ouais, quand même. Comparé à son salaire d'avant, estimé entre 1,4 et 4 millions, selon les primes, l'écart était énorme. Donc forcément, ça a coincé un peu au début. Un facteur 10, Pasque. C'est fou. C'était juste une tactique de négo de l'agent ou il y avait vraiment une menace de départ ? Difficile à savoir. Une source se pose la question d'ailleurs. Est-ce que c'était réel ou juste un coup de pression classique ? Mais au-delà de l'argent, il y a un autre truc qui a dû compliquer les choses. Sa fragilité physique ? Exactement. Sa fragilité physique, on va y revenir, mais on imagine bien que le club a pu hésiter à lui offrir un contrat aussi long et aussi cher, avec son historique de blessures. Logique. C'est ça. Investir autant sur aussi longtemps pour un joueur si talentueux mais qui rate quand même pas mal de matchs, c'est toujours un calcul de risque. Finalement, ils ont trouvé un accord jusqu'en 2029 et la structure du contrat est intéressante. Oui, une partie fixe et une partie variable, c'est ça. Liée au match joué. C'est ça. Apparemment, c'est la nouvelle norme un peu au PSG pour les contrats récents. Une part non négligeable du salaire dépend du nombre de matchs joués. Malin. C'est une façon pour le club de se protéger un peu si jamais il y a des absences longues, tout en récompensant la présence et la performance. C'est un compromis, quoi.
Une confiance mutuelle, mais une confiance prudente. Une confiance prudente. Ça nous amène direct au problème. Les blessures. C'est la grosse ombre au tableau, non? L'épée de Damoclès? Malheureusement, oui. C'est impossible de parler de lui sans aborder ça. L'épisode le plus marquant, c'est cette très très longue absence entre mai 2023 et février 2024. Les ischio-jambiers. C'est ça, presque 10 mois sans jouer. Les chiffres sont fous. Une source parle de 288 jours d'arrêt, 44 matchs manqués avec Paris. C'est énorme. Quasiment une saison complète. Et c'est pas la seule fois, malheureusement. Son historique médical, il est déjà bien rempli. D'autres pépins musculaires, des contusions. Et puis il y a eu cette blessure au Qatar, pendant la Coupe du Monde 2022. Il sort très vite de la compétition, c'est terrible pour un joueur. Extrêmement frustrant, oui. Et ça pose des questions, forcément. Est-ce que c'est son style de jeu, très explosif, beaucoup de courses à haute intensité? Est-ce que ça le rend plus fragile? C'est une hypothèse qu'on entend souvent et qui paraît assez logique. Ce type de jeu sollicite énormément les muscles. Les conséquences, elles sont multiples. Il rate des moments clés, comme la Coupe du Monde, des matchs importants en club. C'est frustrant pour lui, c'est un manque pour l'équipe. Et pour le club, c'est un souci constant. La fiabilité d'un de tes joueurs majeurs, de ton gros investissement, comme on disait, ça a pesé dans les négos de contrat. Mettre autant d'argent sur un crack si fragile, c'est un pari. Un pari, oui. Mais un pari calculé. Et il faut quand même souligner sa force mentale, sa résilience, parce que revenir après quasiment 10 mois sans jouer, et retrouver quasi tout de suite un niveau de performance très élevé, comme il l'a fait fin de saison dernière et là sur ce début de saison 2025-2026, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Non, c'est clair. Ça demande un mental d'acier et un travail de fou. Absolument. Cette capacité à revenir, c'est remarquable. Mais bon, la question de la récurrence, elle reste là. Malgré tout ça, Nuno Mendes, aujourd'hui, il est où dans la hiérarchie mondiale? Si on regarde des indicateurs objectifs, il est tout en haut. Le site Transfermarkt, qui fait référence, Oui. estimait sa valeur à 75 millions d'euros en octobre 2025. Pour un défenseur, c'est énorme. Et son classement, sur ce même site, Il est bien classé. c'est là que c'est dingue. Numéro 1 mondial à son poste, d'arrière gauche, à cette date-là. Devant tout le monde. Carrément. Il était aussi classé 7e joueur le plus cher de Ligue 1, tout poste confondu, et 3e portugais le plus cher, derrière des stars confirmées. C'est une reconnaissance statistique très forte de son niveau quand il est apte. Et ses performances récentes en Europe, elles valident un peu ce statut, non? On a parlé de Leverkusen, Barcelone. Les sources mentionnent aussi un but contre l'Atalanta. Il est là dans les grands matchs. Ce qui alimente forcément le débat. Est-ce que c'est le meilleur arrière-gauche du monde ? Une source vietnamienne, par exemple, titre qu'il mérite ce titre justement après ses matchs en Ligue des Champions. Son coach, Luis Enrique, penserait pareil. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Il reste assez fidèle à son image, humble, travailleur. D'après des propos rapportés par 90 Minutes, il aurait dit un truc du genre « J'aime pas dire que je suis le meilleur. Ça, faut le montrer sur le terrain et j'essaie de le faire. » Objectivement, quand on voit son influence sur le jeu offensif du PSG, ses courses, la qualité de ses centres qui mettent les attaquants dans de bonnes conditions, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, et qu'on ajoute les progrès défensifs, c'est dur de pas le mettre tout en haut de la pyramide mondiale à son poste quand même. D'autant que ces stats de début de saison 2025-2026 sont là. Fin octobre, on parlait de 11 matchs, déjà 3 buts, toutes compétitions confondues. La production offensive est là, et derrière, ça semble s'être stabilisé à un bon niveau. Il donne vraiment l'impression d'avoir passé un cap en termes de régularité et d'efficacité des deux côtés du terrain. Ouais, quand son corps le laisse tranquille. Exactement. C'est toujours ça, la condition. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ce qu'on a vu dans les sources. On a ce parcours d'un jeune talent portugais, détecté très tôt, super bien formé au Sporting, qui explose là-bas, gagne un titre historique. Oui, puis le gros transfert au PSG, avec la pression qui va avec. Une adaptation plutôt réussie, niveau trophée, reconnaissance individuelle, mais surtout une vraie évolution dans son jeu. C'est ça. D'abord, le TGV offensif un peu foufou, puis un joueur plus complet, plus fiable derrière, grâce notamment au travail avec Luis Enrique. Mais tout ça, c'est toujours contrebalancé par cette fragilité physique qui revient tout le temps. Ses blessures, surtout celles aux ischios. Ça jette un doute sur sa capacité à enchaîner les saisons complètes et à exprimer tout son potentiel sur la durée. C'est le grand paradoxe Nuno Mendes. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, son histoire, elle est assez emblématique des défis des jeunes prodiges du foot actuel. Lancé très tôt, soumis à des exigences physiques, mentales énormes. Oui. Dans des clubs où la pression est maximale.
Son talent, il est pur, personne ne le conteste. Sa progression tactique, elle est évidente, l'armoire à trophées se remplit. Mais la question de la durabilité, elle est là et elle est pesante, oui. Et c'est peut-être ça la question la plus intéressante à laisser en suspens après avoir brassé toutes ces infos. Vu ce talent hors norme, maintenant confirmé au plus haut niveau, mais vu aussi cette fragilité physique qui est là, qui est récurrente, est-ce que Nuno Mendes va trouver la clé ? Que ce soit en adaptant son jeu, sa préparation, peut-être même sa gestion de carrière, est-ce qu'il va trouver le moyen de s'installer durablement tout en haut et de faire taire les doutes sur sa fiabilité à long terme ? C'est la grande question, seul l'avenir nous le dira. Une histoire passionnante à suivre en tout cas.